qui l'auraient oublié. Voilà. J'espère que tout le monde est au courant que le livre de l'Exode dans la Bible, qui narre et inscrit la naissance du judaïsme comme religion de l'émancipation de l'esclavage, c'est pas rien, ne s'est jamais pour les Juifs intitulé Exode. C'est un mot grec, hein, Exode. Mais c'est désigné dans la version originale par l'un de ses premiers mots, vous l'avez sous les yeux là dans la traduction de Chouraki, Shemot en hébreu, c'est-à-dire nom au pluriel. Le livre de l'Exode qui marque la rupture avec la condition d'esclave, il s'appelle nom au pluriel, les noms, d'après les premiers mots du texte. Voici les noms des enfants d'Israël, etc., qui viennent en Égypte, etc. Quant au livre des nombres, qui vient lui du latin numéri, je vous le mets sous les yeux maintenant, et qui énumère, c'est aussi très important par rapport à tout ce que je suis en train de dire par rapport aux considérations de ce qu'est le concept de population. Voilà. Donc le livre des nombres, qui vient du latin numérique, qui énumère les recensements, les dénombrements et les généalogies des enfants d'Israël, il s'intitule en version originale, toujours d'après les premiers mots, c'est comme ça que les livres bibliques sont nommés en hébreu, Bemidbar, c'est-à-dire au désert. Bemidbar, ça signifie au désert. Voilà, il ne s'appelait pas Nombre et l'autre ne s'appelle pas l'Exode. Je vous renvoie à ce propos à une longue étude que j'ai écrite qui date de 1988, qui est une étude sur la malédiction attachée au recensement et au dénombrement dans la Bible, qui est intitulée « L'avenir du souvenir, essai sur le nombre et la mort ». Elle est parue en 2003 dans mon recueil Fini de rire, et on peut aussi la lire en ligne sur mon site Parole des jours. Voilà, donc vous cherchez l'avenir du souvenir, je ne sais plus sous quel titre je l'ai publié sur Parole des jours. Oui, l'avenir du souvenir. Voilà, donc je reviens maintenant à la question de ce rapport, de cette question de la dénomination, de l'arrachement du nom propre sous le nazisme, à l'égard des Juifs. Les nazis, donc, étaient profondément dérangés par cette cruciale question de la nomination, au point qu'ils ordonnèrent, par un décret du 17 août 1938, à tous les Juifs allemands, 1938, au moment où commence l'extermination, où commencent les persécutions, mais pas encore l'extermination au sens propre, à tous les Juifs allemands d'ajouter à leur prénom de naissance Israël pour les hommes et Sarah pour les femmes. Donc tout Juif devait aller à la mairie se faire rajouter un nom, lorsque c'était un homme, un nom en plus de ses noms allemands, ou de ses noms, même juifs allemands, mais peu importe, Israël pour un homme, Sarah pour une femme. Un premier processus de dénomination en leur appliquant de force un nom les désignant collectivement. Il s'agissait dans un premier temps de regrouper un peuple qui fourmille de noms propres, au pluriel, sous une dénomination d'ensemble. Et cette première mise sous le boisson du nom propre allait se parachever dans les camps d'extermination par la perte de toute référence symbolique individuelle et la caractérisation anonymisée de chaque corps, d'où le tatouage des déportés, pour bien marquer l'emprise du biopouvoir sur chaque chair. Là, on est aux sources du biopouvoir, enfin au premier déploiement véritablement du biopouvoir. On l'est déjà dans l'esclavage américain et européen aux États-Unis et aux Antilles, l'esclavage de la traite des Noirs, des traites négrières. C'est déjà le début, d'une certaine manière, de la mise en place d'un biopouvoir. Ça se modernise et ça se concrétise et ça se durcit encore plus avec l'extermination dans les camps d'extermination nazis, mais ça commence aux États-Unis. Avec évidemment un même rapport au racisme idéologique. Ce qui est important, et vous allez voir le rapport avec ce que l'on est en train de voir depuis le début de la séance, à savoir la cybernétique, c'est que tout ça ne se fait pas en dehors de la cybernétique et du calcul et des ordinateurs. Voilà, vous avez sous les yeux le titre d'un livre, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, je ne crois pas. Voilà. Ça permet de comprendre, si vous voulez, que cette perte de toute référence symbolique individuelle et cette caractérisation anonymisée de chaque corps par le tatouage des déportés, pour bien marquer l'emprise du biopouvoir sur chaque chair, c'est ce que j'étais en train de vous dire, donc cette caractérisation anonymisée de chaque corps par un simple numéro dont les machines IBM installées dans les camps allaient efficacement assister la gestion génocidaire. Je vous renvoie à ce sujet, à cet essai dont je viens de vous mettre la couverture sous les yeux, d'Edwin Black,
IBM et l'Holocauste, qui date des années 90-2000, je ne me souviens plus, qui indique ainsi en 4e de couverture. Écoutez bien, ça nous parle toujours des mêmes choses. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont exterminé 6 millions de juifs. Grâce à une organisation remarquable, les listes de noms étaient toujours prêtes, les trains toujours à l'heure et les chambres à gaz toujours disponibles au bon moment. Aujourd'hui, on utiliserait des ordinateurs. À l'époque, il n'y en avait pas. Mais les nazis avaient autre chose, des machines à cartes perforées. Et Saul Friedlander, dans un article qu'il a consacré à ce livre de Edwin Black, IBM et l'Holocauste, en anglais évidemment, précise en particulier les machines Hollerith à cartes perforées pour des opérations de recensement ultra précises et détaillées. Donc c'était les ancêtres des ordinateurs d'aujourd'hui, c'était des machines à cartes perforées qui s'appelaient Hollerith. Hollerith, c'était le nom de la marque. Je reprends la 4e de couverture du livre. Elles étaient partout, dans les bureaux, dans les centres ferroviaires, dans les usines, mais aussi près des ghettos et dans les camps. La moindre information était saisie, traitée, triée, analysée. Toute la machine de guerre allemande, toute la logistique de l'asservissement et de l'extermination reposait sur ces appareils. C'est toujours ce livre de Edwin Black qui parle, hein. C'est sa 4e de couverture. Et ceux-ci, ces appareils donc, étaient la propriété d'une entreprise américaine, IBM. Ce livre raconte comment s'est nouée dès 1933 l'alliance stratégique entre IBM et les nazis. Comment, avec l'aide de sa filiale allemande, la multinationale a fourni au Troisième Reich des solutions clés en main, entre guillemets, comment, en pleine guerre, IBM gérait ses filiales européennes par l'intermédiaire de son bureau à Genève. Voilà. Je reviens donc maintenant à cette notion de population. J'ai fait une longue parenthèse.